Salut à tous! Pour cette nouvelle vidéo, on va entamer un gros projet. J'ai réussi à trouver une 206 que j'ai eu pour presque rien sur le Bon Coin. Et il y a un joint de culasse à faire. Il y a aussi la distrie à faire, de toute façon quand on fait le joint de culasse avec. Il y a les triangles de suspension, la ligne d'échappement, il y a plein de trucs à faire sur cette voiture. Elle a beaucoup de kilomètres et l'idée en fait ce serait de la réparer soit pour que je puisse la rendre en bon état à mon frère qui pourrait s'en servir, ou alors sinon éventuellement la revendre et faire une plus-value éventuelle qui pourrait nous permettre de l'injecter dans l'association. Alors quelle association? Parce que je vous ai parlé d'une association qui s'appelle l'Apima à Clermont-Ferrand dans la toute première vidéo sur la Xara. Mais en fait, l'Apima c'est à Clermont-Ferrand. Et là j'ai fondé avec mon frère une association au Puy-en-Velay qui s'appelle l'association des amateurs mécanos. Je vous mets un lien vers notre site internet et notre page Facebook dans la description si ça vous intéresse et que vous êtes en Haute-Loire. Et dans cette association, je mets à disposition, nous mettons à disposition nos outils contre une cotisation mensuelle. Et donc l'idée ce serait, voilà, si jamais mon frère n'en veut pas, de revendre cette 206 et si on fait de l'argent avec, injecter, faire un don à l'association pour qu'elle puisse acheter du matériel. Parce que pour le moment on peut faire pas mal de choses, mais il nous manque des outils intéressants comme peut en avoir François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Je pense notamment à par exemple une chèvre, un gros cric puisque j'en ai un que de 2 tonnes qui est un peu petit, des outils un peu plus spécifiques comme un compresseur, une clé à choc, des choses comme ça qu'on n'a pas pour l'instant. Alors si ça vous intéresse pour déculasser ce moteur, je me suis documenté et je vais essayer de vous informer un peu sur la méthode que j'ai utilisée. Alors déjà il y a une documentation technique que j'ai de la Citroën Xara avec un moteur 1,4 litre et un moteur 1,6 litre dedans. Donc dans la Xara c'est le 1,6 litre, le TU5 JP4 qui est là. Mais pour la 206 c'est le TU3 JP qui est le moteur 1,4 litre, 75 chevaux. Atmosphérique bien sûr, 4 cylindres en ligne bien sûr. Et donc ce moteur j'en ai la doc dans la RTA de la Xara, donc j'ai pas besoin d'acheter une RTA spécifique pour cette voiture. Et donc du coup, eh bien, on va s'en servir pour déculasser cette voiture, faire éventuellement une triangle de suspension, enfin si les suspensions sont les mêmes, il faut que je jette un œil, mais bon, après c'est pas bien compliqué. Et je vais faire ça avec vous. Donc là dans un premier temps, j'aimerais vous montrer les indices qui me font penser très très fort qu'il y a un problème de joint de culasse sur cette voiture. Et ça commence dans le bouchon de remplissage d'huile. Alors le bouchon de remplissage il est là, et quand on l'ouvre, mayonnaise, plein de mayonnaise. Ça c'est signe qu'il y a de l'eau dans le circuit d'huile, de l'eau, du liquide de refroidissement. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi au niveau de la jauge d'huile. Donc là j'ai remis de l'huile neuve hier un petit peu pour partir, mais on constate quand même, alors attendez, il faudrait peut-être que je le tienne, que l'huile est un peu dégueulasse. Bon là ça se voit pas bien, mais l'huile est un peu laiteuse. Bon là elle est même un peu noire, mais franchement la première fois que je l'ai vue c'était couleur chocolat chaud quoi. Je vous mets un lien vers la vidéo de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui montre comment distinguer les différents indices, comme quoi il y a un joint de culasse qui est fait et il montre très bien, il fait un petit trucage pour montrer à quoi ça ressemble, de l'huile et du liquide de refroidissement mélangé. Mais on n'a pas que ça, on a aussi un problème au niveau du vase d'expansion. Alors au niveau du vase d'expansion, ce qui se passe, c'est que quand la voiture tourne, en fait, le circuit se met sous pression. Vous entendez ce bruit? Ce sont les gaz d'échappement qui étaient dans le circuit de refroidissement depuis hier que j'ai roulé. Donc là, je l'avais rebouché à la fin de la journée et j'ai laissé tourner un petit peu hier, juste quelques secondes, histoire qu'il y ait du gaz d'échappement dedans. Et là, ça sent vraiment l'essence, enfin ça sent les gaz d'échappement d'essence, et donc ça prouve qu'il y a une fuite entre la chambre de combustion d'un des cylindres et le circuit de refroidissement qui est juste à côté. Il y a également une fuite vers le circuit d'huile. Par contre, on ne consomme pas d'huile, donc il n'y a pas a priori de fuite de l'huile vers la chambre de combustion. Donc là, je vais le refermer. Il y a aussi pas mal de fumée à froid, donc derrière la voiture, et puis à chaud, éclairé par un phare, on voit assez bien, voilà, beaucoup de fumée qui sort du pot d'échappement. Ligne d'échappement qui de toute façon est à changer aussi sur cette voiture. Donc l'idée aussi avec ce projet, c'est de voir qu'on peut acheter une voiture pas chère et en la réparant soi-même, au moins entrer dans ses frais, voire peut-être éventuellement faire une petite plus-value. Donc ça, c'est ce qui concerne du coup l'huile et le gaz d'échappement. Il y a aussi un autre indice concernant ce joint de culasse, c'est au niveau du contrôle technique, il y a un problème au niveau de l'antipollution. Alors ça peut être dû au fait qu'il y ait des fuites au niveau de la ligne d'échappement, mais je pense que ça doit également avoir un lien avec le fait qu'il y a du liquide de refroidissement qui est consommé par le moteur. Donc je pense que ça provoque une pollution particulière. Donc c'est au niveau du monoxyde de carbone qu'on est large au-dessus de la limite, puisqu'on est à 0,83 de mémoire, alors qu'il ne faut pas excéder 0,5. Une chose comme ça.
Donc ça, ce sera à vérifier au moment du contrôle technique, qui sera le test final de nos réparations. Alors ce que je vais commencer par faire sur cette voiture, c'est vidanger le circuit de refroidissement et vidanger le moteur. On va se débarrasser de tous ces liquides horribles et ensuite on va commencer à se diriger vers une dépose de la courroie accessoire et de la courroie de distribution qui nous donnera ensuite accès à la dépose du cache-culbuteur et ensuite de la culasse. Voilà, et s'il faut, j'ai aussi les outils pour faire un contrôle des jeux de soupapes et j'ai acheté de la pâte à roder pour essayer de re-roder les soupapes. Et là, je vous mets une petite suggestion vers la vidéo de Garage Bagnole et Rock'n'Roll, enfin les vidéos de restauration de son moteur de la Hyundai Accent, qui est un super guide pour vous initier, je pense, à ce genre de pratique. Donc moi là, c'est la première fois que je le fais. Bon, alors je vais commencer par déposer la roue avant droite, puisque je vais avoir besoin de l'enlever pour pouvoir déposer la distribution, pour accéder à la poulie de Villebrequin. Et puis ça va me servir aussi à lever la voiture pour pouvoir faire la vidange. Donc la vidange du circuit de refroidissement et la vidange de l'huile moteur. Et j'ai déjà essayé de changer ces pneus hier, parce qu'en revenant de Clermont, je voulais mettre des pneus en meilleur état. Ceux-là sont lisses. J'ai pas réussi parce que la roue est vraiment complètement bloquée, et même en mettant des coups de pied dedans, j'ai pas réussi à la déposer. Donc là, je vais aussi en profiter vers la fin, quand j'aurai remis la roue, pour mettre des roues. Alors j'ai 2 pneus neufs et 2 pneus à mi-usure, mais en tout cas, ils ne sont pas lisses comme ceux-là. Donc on va commencer par déposer cette roue. Pas trop, voilà. Hop là. Voilà, et là, vous pouvez voir, malgré le dégrippant, j'ai enlevé tous les goujons et il n'y a rien qui vient. Et avant de faire ça, je vais commencer par mettre la boîte sur le neutre, parce que c'est une boîte automatique. Et là, elle est en parking, alors je vais la mettre en neutre, en sachant que de toute façon, le frein à main est mis, donc ça ne devrait pas bouger. Alors, j'ai complètement zappé de filmer le moment où je mets des coups de pied dedans, mais là, c'est presque venu, il y a un peu de jeu. Ça va pas tarder. On y est presque. C'est la rouille en fait. Et c'est ça l'intérêt de mettre de la graisse cuivrée. C'est quand vous mettez de la graisse cuivrée, il n'y a pas de rouille qui se forme entre le disque et la roue. Et ah ouais, c'est rouillé, bien rouillé quoi. Mais les plaquettes sont à mi-usure et le disque aussi a priori, donc normalement il ne devrait pas y avoir de pépins. Donc voilà, un vieux pneu et une vieille jante qui sont pas en super état. Je ne sais pas si la jante est récupérable ou pas, je pense que si, ça a l'air d'être bon. Donc peut-être que je la garderai pour le prochain détenteur de cette voiture qui pourra y mettre des pneus neige, parce que moi c'est des pneus été que j'ai. Ils n'ont pas l'air bien gonflés d'ailleurs. Bon allez, du coup, maintenant qu'on en est là, eh bien on va pouvoir commencer à s'attaquer à la vidange. Alors, on est sous la voiture. On voit pas mal d'huile, donc là il y a une fuite d'huile au niveau du carter d'huile, il faudra que je change ce joint ou que je mette une pâte à joint. Donc ça, ce sera une petite réparation, pas bien chère. Il faudra que je fasse un inventaire des pièces à récupérer d'ailleurs. Voilà, globalement ça a l'air d'être plutôt bon. Donc ça c'est un bidon d'huile qui est réutilisable. Donc vous avez un bouchon ici pour évacuer l'air, que je vais ouvrir tout de suite, que je m'aurais même dû ouvrir avant. Hop là, voilà. Et après ce bidon, vous pouvez le vider en déchetterie et ensuite, ou dans un garage, et le réutiliser. Et il y a aussi un bouchon au milieu. Hop là. J'y crois pas que même pour ça, il faudrait que je mette du dégrippant, quoi. Alors, on se place sous le bouchon de vidange, qui est donc ici.
Et c'est limite si la chandelle me gêne pas un peu. On va regarder ça. On va commencer par desserrer un petit peu. Donc là c'est un embout carré de 8 mm. Ok, il vient tout seul. Ah, c'est bien quand ça vient tout seul, hein. Ça, je ne vous le cache pas. Alors là il va par ici. Non, il va tomber à côté. Donc là je pense que la chandelle va me gêner en fait. Donc pour la vidange je vais peut-être commencer par mettre le cric d'abord là-bas et tenir avec le cric pour l'instant. Juste le temps de vidanger parce que là ça m'empêche de passer. Et ben allez, on commence par ça. C'est la sécurité que j'avais oublié d'enlever. Voilà. Là, on va pouvoir vidanger tranquillement. Alors, je reste relativement à l'écart de la voiture, pas juste au cas où qu'elle tombe. Alors, il y a un pneu, il y a le clic qui tient. Et on va dévisser. Voilà. Et là, il ne faut pas perdre le bouchon parce que sinon, il va boucher le trou qui est dans le bac et après votre bac il va déborder. Donc il faut réussir à pas le perdre. Là j'ai juste pas envie de passer sous la voiture en fait. Voilà, ça va commencer à goûter normalement. Au bout d'un moment. Là on y est presque. Sans qu'on y est. Ah non, j'ai resserré. C'est pas qu'on y est en fait, c'est que j'avais resserré complètement. Alors là, il va falloir être relativement vigilant. Attention, attention, attention. Hop là. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Alors l'huile, c'est une espèce de pâte noire. Ah, ça commence à se vidanger. Je pense qu'il va falloir que je fasse un flush avec un peu d'huile neuve parce que là, comme vous pouvez le voir, cette huile, elle ne vaut plus rien. Première surprise. Alors, pendant que vous regardez ça, moi je vais mettre un peu d'huile neuve pour essayer de rendre tout ça un petit peu plus fluide. Alors, on a un écoulement pas trop fluide, hein. Il va falloir du temps pour que ça se vidange tout ça. Bah écoutez, en attendant, ce qu'on peut faire, c'est essayer de vidanger le circuit de... Ah ouais, cette ligne d'échappement, elle est vraiment morte, hein. On va essayer de vidanger le circuit de refroidissement. Alors, ça se passe sous le radiateur, et je pense que là, il y a un bouchon de vidange. Ouais, je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Alors là, je suis obligé de la tenir à la main parce qu'on est vraiment en dessous. Et le bouchon de vidange, c'est cette petite pièce-là. Là, vous avez la durite inférieure de radiateur. Et là, du coup, vous avez le bouchon de vidange. Donc on va l'ouvrir et on va laisser s'écouler tout le circuit de... tout le liquide de refroidissement par là, en ouvrant le vase d'expansion au-dessus pour faire un petit appel d'air, mais seulement après. Attention au déluge. En plus c'est plein d'huile à cause du jaune culasse. Voilà, débit maximum atteint. Il est dégueulasse ce liquide de refroidissement. Ah, et puis tant qu'on y est, pendant que ça vidange doucement, surtout au niveau de l'huile, vu qu'il y en a beaucoup de dégueulasse, on va enlever le cache de la batterie et puis on va la débrancher. Alors chez Peugeot, pour la bande plus, vous avez ça. Ça c'est bien pratique. Et puis pour éviter qu'il y ait un court-circuit, je vais enlever également la masse ici. Et pour ça, il me faut une clé. Ah, waouh!
Ah, c'était bien serré. Alors, pour me simplifier la vie, je vais reprendre mon cardan. Je vérifie que tout va bien au bon endroit aussi. Et voilà. C'est bon, la bande moins est retirée. Parfait. Et pendant que ça continue de vidanger doucement, je vous propose un petit tour du compartiment moteur. Donc vous avez évidemment en plein milieu le moteur TU3JP, 1,4 litre, 75 chevaux, injection indirecte, moteur atmosphérique, c'est-à-dire sans turbo, essence. Donc la façon dont ça se répartit. Donc le moteur, c'est là où l'énergie va être extraite du carburant, évidemment. Là ici, vous avez, juste en dessous de ce cache en métal, c'est un pare-chaleur en fait, une espèce de protection thermique, vous avez le collecteur d'échappement qui va directement dans le pot catalytique qui est la ligne d'échappement. Avant, de l'autre côté, donc, vous avez l'admission. Donc c'est ici que vous avez là, la pièce en plastique qui est ici, ce sont les bobines d'allumage qui sont directement branchées en dessous aux bougies. Ensuite, vous avez ici toute la partie admission d'air. Donc l'air arrive dans ce boîtier par devant, bien sûr, à peu près ici, voire même un peu plus bas il me semble. Il passe par un filtre à air qui est là-dedans, filtre qu'on va démonter, regarder et certainement remplacer. Ensuite l'air est acheminé ici, vous avez une petite valve ici de retour de gaz non brûlé, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe. Et là-dedans vous avez le boîtier papillon qui est connecté à la pédale d'accélérateur et qui permet d'ajuster le débit d'air. Vous avez plusieurs capteurs à l'intérieur, un capteur de position du boîtier papillon, un capteur de débitmètre d'air, en fait c'est un capteur du volume d'air qui rentre dans le moteur en fonction du temps. Ici vous avez le vase d'expansion, qui est le vase dans lequel le niveau de liquide de refroidissement va pouvoir varier en fonction de la température. C'est là que vous faites le plein de liquide de refroidissement, et avec un petit tuyau de retour d'excédent. Donc le circuit de refroidissement, donc là vous avez le liquide qui est en dessous, qui part dans le moteur. Pendant que le moteur est froid, vous avez un thermostat qui est ici, et qui est fermé, qui empêche le circuit d'eau de communiquer avec le radiateur, et donc l'eau va chauffer avec le moteur. À partir d'une certaine température, vous avez ici deux métaux différents à l'intérieur du thermostat qui ne se dilatent pas à la même température ni à la même vitesse. La conséquence de ça, c'est que le thermostat a la propriété de pouvoir se dilater à partir d'une certaine température et d'être complètement ouvert à partir d'une autre température. Donc je vous mets là en pleine vidéo les températures de début d'ouverture et de pleine ouverture du thermostat. Ce sont des informations qui sont dans la revue technique automobile RTA. Ce thermostat s'ouvre quand la température est suffisamment élevée et permet ensuite au liquide de refroidissement de circuler vers le radiateur, qui est cette grosse pièce en dessous, qui va permettre, avec le flux d'air pendant que vous roulez, ou si vous êtes à l'arrêt avec un ventilateur qui est devant, de refroidir ce liquide qui ensuite repart directement dans le moteur. Et la pompe qui fait circuler ce liquide, elle est alimentée par la courroie de distribution et elle est à l'intérieur du moteur. C'est ce qu'on appelle la pompe à eau, pièce qu'on change en même temps que la distribution, mais je vous expliquerai pourquoi quand on fera la distribution justement. Donc vous avez l'air qui rentre, les injecteurs sont sous les bougies, là-bas un peu derrière il y a une rampe d'injection qui est connectée par un tuyau à la pompe à la carburant et au réservoir de carburant. Et donc l'essence et l'air sont injectés simultanément, c'est pour ça qu'on dit indirect, parce que le carburant n'arrive pas dans la chambre de combustion après l'air, il arrive en même temps, c'est un mélange. Et donc ce mélange est allumé par les bougies, alimenté par la batterie et l'alternateur, pardon, et les bobines d'allumage qui font une haute tension pour faire des étincelles. Ça explose, le piston redescend, moteur 4 temps. Je vous mets une suggestion de François de Garage Bagnole Rock'n'Roll qui explique comment marche un moteur 4 temps. Et ensuite les gaz d'échappement sont éjectés par la ligne d'échappement. Donc vous avez la batterie là-bas à droite, là vous avez un boîtier de fusibles et de relais pour le fonctionnement électrique et pour éviter des surcharges de courant. Vous avez ici le module ABS qui empêche les roues de se bloquer quand vous freinez, pour garder la direction sur sol mouillé ou glissant, donc neige, verglas, eau. Quoique sur le verglas, ça glisse quand même tout le temps. Et là, vous avez le calculateur, c'est le cerveau de la voiture, c'est là qu'on retrouve toute la programmation moteur. Là, c'est le lave-glace, et ici, c'est alimenté par la courroie d'accessoires, la direction assistée. Donc ce tuyau rigide ici, c'est par là que circule la direction assistée et le liquide de direction assistée, d'ailleurs, niveau que l'on peut faire. Hein. Donc on va là-dedans et on regarde, et là, il en manque un peu. Donc bon, la voiture n'est pas à plat, donc c'est un niveau qu'on fera plus tard avant de l'emmener au contrôle technique. Et puis là-bas derrière, au fond derrière le moteur, vous avez la crémaillère de direction qui est pilotée par le volant bien sûr, et qui oriente les roues et qui est assistée, donc le mouvement du volant est assisté par la direction assistée. Les choses portent bien leur nom. Voilà, et le joint de culasse en fait c'est une pièce qui est entre la culasse, que je vous montrerai un peu plus tard, peut-être dans une autre vidéo, et en dessous le bloc moteur. Et c'est un joint qui permet l'étanchéité des chambres de combustion, c'est très important. Et là, avec le kilométrage de la voiture, à savoir 272 000 km,
c'est bien normal que ce joint ait fini par lâcher. Voilà, donc la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que la culasse est fendue, donc si ça a trop chauffé, est-ce que le bloc moteur est fendu, là ce serait grave, le moteur on serait obligé de le changer, si la culasse est fendue on peut changer que la culasse, et si c'est juste le joint de culasse qui est pété, et ben il y a juste à remplacer le joint de culasse, et j'espère bien que c'est ça. Sachant que la voiture n'a pas chauffé, ça fait 1000 bornes que le joint est fait, donc ça fait un moment qu'elle roule comme ça, mais il n'a jamais chauffé, a priori. Donc on verra tout ça au démontage. Voilà. Et là, j'entends plus de bruit de vidange, donc je pense que la vidange du circuit de refroidissement et du moteur est terminée. Donc je vais reboucher tout ça, et puis je vais vous montrer la tête qu'a le liquide de refroidissement. Voilà. Donc vous avez à droite un bidon de liquide de refroidissement. Normalement, c'est un peu cette couleur verte bleue, là, c'est celui que j'ai. C'est un liquide de refroidissement pour tout moteur. Et puis vous avez à gauche le liquide de refroidissement qui était dans la 206. Donc il doit être assez ancien, hein. Je pense qu'il est acide et qu'il est vieux. Elle n'a pas dû être entretenue bien correctement, cette voiture, probablement. En tout cas, en ce qui concerne la vidange du liquide de refroidissement, j'entends. Et puis, vous avez cette couleur jaunâtre, en fait, qui est de l'huile. C'est l'huile moteur qui a fui par le joint de culasse et qui s'est retrouvé dans le circuit de refroidissement. Donc, il y aura un gros flush à faire, c'est-à-dire faire couler de l'eau propre plusieurs fois, c'est-à-dire remplir le circuit de refroidissement, le purger, et puis le vider et recommencer ça 2-3 fois pour complètement nettoyer le circuit. Je ferai la même avec le moteur pour essayer de nettoyer un peu toute cette huile dégueulasse qui coule. D'ailleurs, le temps de manger, je vais laisser le bouchon ouvert histoire que la vidange puisse se faire progressivement. J'ai déjà remis un bon petit litre d'huile propre pour essayer que ça puisse passer par toutes les parties du moteur. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Donc là, au moins, on s'est débarrassé de ce liquide. Et il n'y a plus qu'à faire le joint de culasse avant de remettre du liquide de refroidissement neuf. Non, il y en a là, mais il n'y en a pas assez. Il faudra que j'en commande, je pense. Bon, alors, prochaine étape, je vais démonter le filtre à air pour regarder un peu la tête qu'il a. Et ensuite, je vais enlever la conduite d'air complète. Alors, ce collier de serrage, c'est du 6 et les vis, ce sont des vis cruciformes. Non, c'est du 7, j'ai rien dit. Voilà. Un petit coup de nettoyage à faire pour ça. Et voici donc le filtre à air. Bon, il est crade, hein. Il est bien abîmé. Il n'est pas ultra abîmé, mais bon, tant qu'à faire. Là, vous voyez, là, c'est blanc sur les bords et au milieu, ça a aspiré pas mal de poussière quand même. Et tout ça, c'est ce qui n'est pas rentré dans votre moteur du coup. Donc c'est vraiment un élément indispensable. Je vais enlever le boîtier. Donc normalement, il vient en tirant. Il y a peut-être un collier en bas. Non, c'est posé directement comme ça. Hop là. Voilà, le boîtier de filtre à air. Avec un trou là-bas au fond, d'où vient l'air. Donc ça ressemble à ça. Donc là, ce genre de durite jaune, ça se pince pour s'enlever. Là, celle-là, ça ne revient plus, donc il doit être un peu mort. Et je vois de la mayonnaise là, donc c'est des retours de vapeur d'huile en fait. Manifestement, il va falloir nettoyer tout ça aussi. L'admission doit être pleine d'huile. Hop là, vous voyez, on voit là un peu, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu d'huile, un petit peu de mayonnaise dans le circuit là. Donc ça, pareil, nettoyer à l'eau claire, puis bien faire sécher après. Mais le caoutchouc a un peu pris cher. Hein. Ouais. À voir si je vais pas le remplacer ça. Ouais, je sais, c'est un peu bourrin. Hop là, mais ça marche. Alors les bougies, il y a fort à parier qu'elles aient rouillé dans la culasse, donc il faudra mettre du dégrippant et peut-être laisser agir pendant que je mange à midi. Pour moi, je reprendrai les opérations cet après-midi, mais pour vous, ce sera dans une prochaine vidéo. Je vais essayer d'étaler tout ça, on n'a pas tous les jours une voiture à refaire. Du coup, je vais quand même au moins déposer les bobines, et puis après, je vous propose qu'on s'arrête là. Voilà.
Là, l'intérêt de tout filmer, c'est que du coup, je pourrais remonter sans trop me poser de questions. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Cette durite là, c'est de la maintenir en place. Alors ce que je vous recommande personnellement, c'est que quand ça force trop, vous arrêtez d'utiliser la clé à cliquer parce que vous allez l'endommager et vous prenez le T qui est là. Voilà. Hop là, là ça vient tout seul. Je vais desserrer les deux, puis après je peux reprendre la clé à cliquer. L'idée c'est surtout de ne pas casser les vis. Et de deux. Gardez bien précieusement ça. Et là maintenant, il y a juste à tirer en fait. Vous voyez, ça vient tout seul. On fait un peu de place. Et voici les bobines d'allumage. Et donc les bougies sont branchées là. Voilà, bon, je vais mettre du dégrippant, je vais jeter un œil un peu à la tête que ça a. Puis je vous montre aussi la rampe d'injection, parce que là on la voit bien. Et voici donc les injecteurs. Alors je vous en montre un pour que vous ayez une idée. Les injecteurs, c'est ces pièces-là. Là. C'est ça. Et c'est connecté à une rampe unique. Donc là, je vous montre la rampe. Elle est ici. Donc le carburant arrive sous pression là-dedans. Et il est injecté au mélange air-carburant. Juste avant, du coup, de rentrer dans la chambre de combustion. Allez, en prévision de la catastrophe annoncée, je vais mettre un peu de dégrippant dans les puits de bougie. Voilà. Allez, moi je m'arrête là. Et puis je vous remercie d'avoir regardé jusque là si vous avez tenu jusqu'au bout de la vidéo. Je vous invite à me rejoindre d'ici maxi une petite semaine pour la prochaine vidéo où on pose des bougies et puis on s'attaque un petit peu à la culasse. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Salut!